Bonjour Pierre-Henri. Pierre-Henri Gouillon est avec nous aujourd'hui. On en est ravis. Bonjour à toutes et tous. Comme vous n'êtes pas encore tout à fait tous présents dans la salle, le temps que les autres arrivent, je vais vous raconter un petit peu le contexte de ce webinaire. Alors évidemment, merci de nous rejoindre. C'est un webinaire qui est consacré ce matin aux enseignements à tirer de la crise sanitaire que nous traversons. Et on a parlé la semaine dernière avec François Gémen de questions climatiques, de grands équilibres concernant le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on va parler de la biodiversité. Vous entendez parler de sixième extinction de masse, vous entendez parler d'effondrement de la biodiversité. Mais on ne sait pas trop souvent que mettre derrière ces mots. Eh bien, on va poser la question tout à l'heure à notre invité Pierre-Henri Gouillon. On va en parler largement avec lui. Pierre-Henri est un grand spécialiste de la biodiversité. Souvent, Pierre-Henri, je dis que tu es un champion toute catégorie de la biodiversité. Ingénieur agronome, docteur en écologie, en génétique et S-sciences, professeur de systématique et d'évolution au Muséum national d'histoire naturelle, membre du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot et du comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, auteur de plusieurs ouvrages. Je vais te donner la parole dans un instant, mais je vous présenterai rapidement Green Management School. Pierre-Henri fait partie de l'équipe d'enseignants de Green Management School. C'est une formation que je crée avec Franck Papazian et Franck Kerfourn. Franck Papazian est le président et fondateur du groupe Media School. Franck Kerfourn dirige déjà le campus de Nice de Media School et sera le directeur de Green Management School. Il faut que je vous parle aussi, pardon, j'ai failli oublier, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, du groupe Media School, un groupe de communication qui comprend des écoles de journalisme, des écoles de communication, des écoles de sport, mais aussi des publications comme CB News et Stratégie. Et donc, dernière année de Media School, Green Management School, l'école qui va former les managers à la transition écologique et solidaire. On n'a pas la prétention de réinventer la roue, ni celle d'être particulièrement visionnaire, mais quand même, on est assez content d'avoir commencé il y a quelques mois à travailler sur cette école qui sera destinée à former des managers de la transition écologique et solidaire, parce que il nous semble que cette formation trouve sa pertinence dans le contexte actuel, à la fois avec les objectifs qu'elle entend atteindre, mais aussi son fonctionnement qui est presque aux trois quarts dématérialisé. On dit distanciel aujourd'hui. Nous avons créé une formation de niveau Master 1 et Master 2, reconnue par l'État, qui permettra aux jeunes diplômés, aux cadres dirigeants et à des responsables de collectivités locales de se former auprès des meilleurs spécialistes aux questions liées à l'urgence climatique, l'effondrement de la biodiversité, leur impact sur nos existences dès aujourd'hui et pour demain. Ce sont des enjeux qui ne peuvent plus être négligés ou minorés par les managers. Et ce n'est pas qu'une question de RSE ou de développement durable. L'idée de Green Management School, c'est de faire en sorte que l'ensemble de celles et ceux qui ont les responsabilités, la capacité de décider dans une entreprise ou dans une collectivité locale ou dans un groupe, dans une association, etc., que l'ensemble de ceux qui managent, qui décident, qui exécutent, eh bien, soient imprégnés de ces sujets liés à l'urgence climatique, à l'effondrement de la biodiversité et que ils ne laissent pas leurs collègues de la RSE et du développement durable tout seuls dans la pampa à devoir se battre pour que les décisions soient compatibles avec ce qu'on appelle la compliance, prendre en compte l'impact sur l'environnement de leur activité, c'est une obligation pour beaucoup d'entreprises, mais c'est aussi un souhait pour beaucoup de jeunes diplômés qui d'ailleurs expriment cette volonté d'avoir en plus de leur formation initiale une formation complémentaire transversale sur les questions liées à l'urgence climatique. Donc, nous avons, à partir de ce constat, créé Green Management School, formation, je vous disais, de Master 1, Master 2, avec un enseignement à 70% distanciel et 30% présentiel sur la finance responsable, l'économie positive, la justice climatique, les impacts de la biodiversité, les questions liées au réchauffement climatique et à ses conséquences, mais aussi l'empathie, l'éthique, la responsabilité individuelle. Encore un mot rapide pour vous parler de notre conseil scientifique et des enseignants qui nous rejoignent déjà.
Pierre-Henri est avec nous aujourd'hui et je vous disais qu'il avait écrit plusieurs ouvrages, dont ces deux-là, Les harmonies de la nature à l'épreuve de la biologie, et puis aux origines de l'environnement. Le conseil scientifique de Green Management School, encore en cours de formation. Le voici et vous voyez que nos élèves auront la chance, et nos étudiants auront la chance et l'honneur de profiter des lumières de gens comme Dominique Bourg, qui est philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, grand spécialiste de la pensée écologique et de la démocratie écologique. La philosophe et économiste Sophie Swatton sera là également, qui enseigne à l'Université de Lausanne, où elle coordonne un master en pratique de la durabilité, spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Le spécialiste de géopolitique de l'environnement et des migrations, François Gemène, chercheur qualifié à l'Université de Liège en Belgique, grand spécialiste des questions de géopolitique et de migration et de géopolitique de l'environnement, sera là. Marie-Antoinette Mélière, qui est, elle, une spécialiste du climat, de la paléontologie du climat, physicienne, climatologue, enseignante-chercheur, sera aux côtés de Loïc Blondiot, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, qui est un spécialiste de la démocratie de la participation citoyenne. Également avec nous, l'ingénieur agronome Pierre-Henri Gouillon, donc qui est là aujourd'hui avec nous. Marc Dufumier, agronome docteur en géographie, professeur honoraire d'agriculture comparée et développement agricole à l'AgroParisTech. Florent Gagneur, spécialisé dans les liens entre questions environnementales et démocratiques, qui est vice-président de la Commission nationale du débat public, sera là. Et puis aussi Hélène Le Thénault, spécialiste de la transition écologique et solidaire, ingénieur des ponts et chaussées, mais aussi Lucas Badi, qui est professeur d'écologie à l'Université Pierre et Marie Curie, spécialiste des cycles du carbone et de l'azote à l'échelle des écosystèmes. Et Valérie Cabanès sera là aussi, juriste internationale, spécialisée dans les droits de la nature. Et puis on a avec nous une femme de communication, entrepreneuse, directrice associée de l'agence InSign, qui est créatrice de l'offre Positive Impact pour accompagner des entreprises dans leur transition vers l'économie positive. Et elle s'appelle Claudine Pagon. Voilà, j'ai fait rapidement le tour et donc entre-temps, beaucoup d'entre vous sont arrivés dans la salle. Ça va être à toi, Pierre-Henri. Pierre-Henri, tes recherches ont porté sur les mécanismes de l'évolution des êtres vivants en associant les observations naturalistes, l'expérimentation, la modélisation mathématique et informatique. Tu t'intéresses beaucoup aux conséquences sociales des applications de la science et également les applications de la science sur les questions de relations entre science et société. On a intitulé ce webinaire Je biodiversifie, tu biodiversifies, nous biodiversifions, parce que la biodiversité, en fait, on en fait partie, mais on a plutôt tendance à soit à la négliger, soit à l'oublier. Déjà, Pierre-Henri, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de la biodiversité? J'ai compris à force de t'écouter et de me nourrir et de me former à ta pensée, j'ai compris que c'est un système dynamique et qui est en permanente recherche d'équilibre. Oui, en réalité, la biodiversité, merci Audrey, merci à Green Management School de me donner l'occasion de parler dans ce toilinaire aujourd'hui. Je suis très content de pouvoir vous parler de biodiversité depuis la Bretagne où je suis maintenant établi. Et je voudrais insister effectivement sur ce que c'est que la biodiversité parce que je pense qu'on en a globalement une image assez fausse quand même. Quand on parle de biodiversité, il est de bon ton de mettre des photos de trucs aussi sympathiques que possible pour dire regardez, c'est joli, il faut la garder, c'est très important la biodiversité. Et cette manière de faire, évidemment, elle a un côté comme qui a sûrement ses qualités, mais elle a de gros défauts. La première, c'est déjà que on a choisi des espèces particulières et que si on avait pris le moustique tigre, par exemple, je suis pas sûr que tout le monde le moustique tigre. Hein. Et puis, si on prend toutes ces bêtes-là, on pourrait dire qu'au fond, la biodiversité, c'est pas si terrible que ça. Ça, c'est déjà un premier problème. Et moi, je ne sais pas s'il faut garder les moustiques tigres. En fait, ça, c'est une discussion qui est compliquée. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que cette présentation, elle a un énorme défaut. C'est qu'elle présente la biodiversité comme une espèce de collection de timbres, des choses fixes qui sont là et puis qu'il faudrait garder. Et en fait, ça se réfère à une vision du monde qui est une vision extrêmement ancienne. Mais qui s'est fixé vraiment au XVIIIe siècle. Et c'est vrai que la science actuelle et la vision actuelle du monde, elles se sont beaucoup constituées au moment du siècle des Lumières. Hein.
Et au XVIIIe siècle, on a commencé à organiser la biodiversité. Pour ça, on a fabriqué des systèmes. C'est en particulier donc Carl Linné, le plus grand naturaliste de l'époque, qui a fabriqué le premier système de la nature, donc la systématique, ce que je suis censé enseigner, représenter au muséum. Eh bien, c'est une science qui étudie les systèmes d'organisation de la biodiversité. Et ces systèmes, ils permettent entre autres d'ailleurs de nommer, de classer les espèces et de les nommer. Bon. Et Linné va faire ce travail sur une base très très claire sur le plan théorique. Il explique que toutes les espèces tiennent l'origine de leur souche, en première instance de la main même du Créateur Tout-Puissant, car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. Tu vois, Audrey, que ici, c'est les espèces qui ont été créées. C'est-à-dire que vraiment, la créature de Dieu, c'est les espèces. Et ces espèces, elles sont éternelles et elles sont immuables. Elles vont rester dans les limites de leur type. Donc, en fait, la vision sur laquelle est partie la systématique, eh c'est une vision parfaitement fixe, un monde immuable dans lequel les humains sont installés dans un monde qui est fabriqué une fois pour toutes et qui ne bouge pas. Alors, on sait tous que le monde bouge, mais n'empêche que cette vision d'une création immuable, même si pratiquement en France, il y a très très peu de créationnistes, mais n'empêche que même les gens qui ont bien compris qu'il y avait eu une évolution ont tendance à voir le monde comme un système stable qui bouge pas. Et ça, je pense que c'est très très préjudiciable à notre compréhension de la biodiversité. C'est seulement donc en 1859 que Darwin va proposer la théorie de la sélection naturelle qui explique comment se fabrique la biodiversité. Et dans l'origine des espèces, le livre de Darwin, il présente ce dessin. Alors ce dessin n'est pas très sexy, il est beaucoup moins sexy que les images du début, je suis désolé. Mais en revanche, j'aimerais bien que quand vous pensez à la biodiversité, vous pensiez à ce dessin. Je vais prendre 2 minutes pour l'expliquer. Le temps va de bas en haut, c'est parce que Darwin était un géologue au départ. Alors chez les géologues, les couches du bas, c'est les plus anciennes, et puis au-dessus, il y a les couches plus récentes. Donc le temps fonctionne par couches comme ça, avec les plus anciennes en bas et les plus récentes en haut. Vous avez un certain nombre de lignées d'organismes qui sont là, et l'axe horizontal, c'est un axe de différenciation écologique. C'est-à-dire que si 2 points sont proches, ça veut dire qu'ils ont les mêmes besoins écologiques, et si 2 points sont éloignés, ça veut dire qu'ils sont différenciés. Et qu'est-ce qui va se passer au cours du temps dans ce système-là? Eh bien, c'est que vont apparaître constamment des petites nouveautés à chacun. Si on prend le point A en bas, là, le départ de la lignée A, eh ben, vous avez des petites nouveautés qui apparaissent. Et puis, elles vont rentrer en compétition les unes avec les autres. Comme elles sont proches écologiquement, elles ne peuvent pas coexister. Il y en a une qui va éliminer l'autre. Et comme elles sont en compétition, celles qui sont le moins gênées par la compétition, c'est celles qui sont sur les bords, celles qui sont le moins en conflit avec les voisines. Le résultat, c'est que les lignes vont avoir tendance à s'écarter au cours du temps et que progressivement, à partir d'une même population, on va fabriquer des populations de plus en plus différentes. À un moment ou à un autre, en systématique, on va les appeler des variétés, et puis on va les appeler des sous-espèces, et puis on va les appeler des espèces, et puis on va les appeler des genres. Et toute la biodiversité se constitue de cette façon. Alors, 2 difficultés donc pour comprendre ça. La première, c'est qu'il faut arrêter de donner une valeur magique à la notion d'espèce. Les espèces sont des entités, vous voyez, qu'on reconnaît. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, on se différencie progressivement, puis à un moment, ça s'appelle des variétés, puis ensuite, ça s'appelle des espèces. Évidemment, la limite n'est pas une limite absolument objective. Il y a une part d'arbitraire dans le fait de définir à quel moment c'est des espèces. Donc, le résultat, effectivement, c'est qu'il faut se débarrasser de l'idée que les espèces sont des choses bien cadrées et définies dès le départ. Alors, on apprend à l'école, malheureusement, que des espèces, c'est très bien défini, c'est des individus qui peuvent se croiser entre eux, pas avec les autres. Je voulais vous dire que ça marche pas dans la réalité. Les espèces, elles n'arrêtent pas de faire des trucs qui sont pas bien du tout par rapport à ce qu'on raconte. Voilà, bon. Et ceci n'est pas un trucage, hein. Cette photo n'est pas un trucage. C'est pas un trucage, c'est une vraie. Elle est moins rare qu'on l'imagine. C'est même pas un montage. Alors, en fait, la photo, dans la nature, il y en a qu'une. C'est celle-là, elle est célèbre pour ça. Dans les zoos, ça arrive souvent. Alors, justement, dans les zoos, ce qui arrive aussi, c'est que les lions, les tigres, etc., copulent. On a donc les ligres, vous voyez un en bas à droite, c'est des animaux d'une taille très, très impressionnante. C'est les plus gros félins qui existent au monde. D'ailleurs, ils sont quand même plutôt des difficultés à survivre parce qu'ils sont un peu trop gros. Et donc, quand ces hybrides sont arrivés, d'ailleurs, tout le monde a dit, ils vont être stériles, il n'y a pas de problème. Sainte espèce, priez pour nous. Vous voyez, c'était vraiment cette vision religieuse de l'espèce qui a prévalu. C'est raté. On a aujourd'hui les descendants de ces ligres, la deuxième génération, et ils se portent bien. Donc, les lions et les tigres, on pourrait, si jamais on disait que ça ne doit pas se croiser entre eux dans une espèce, les lions et les tigres devraient être mis dans la même espèce, ce qui serait évidemment idiot. C'est des espèces différentes, simplement, elles sont interfertiles. C'est pas si rare que ça.
C'est pareil avec les zèbres, les chevaux, les ânes, etc. Vous pouvez faire plein d'hybrides. Et, et puis les moutons et les chèvres arrivent aussi à faire des hybrides. Voilà. Je vous montre des animaux sympas que vous connaissez et qui vont vous marquer. Mais chez les plantes, c'est encore bien pire. Il y a une large majorité d'espèces de plantes qui peuvent se croiser avec des espèces voisines. Voilà. Donc, il n'y a pas de définition objective de l'espèce. L'espèce, c'est un truc qui se différencie progressivement et il y a un moment où on décide d'appeler ça des espèces et puis c'est tout. Et une fois qu'on a compris ça, ben, on arrête d'avoir une vision figée. Excusez-moi, j'ai peut-être des images en trop là. Darwin s'est très rapidement rendu Vas-y, compte. prends ton temps, on t'écoute. Je suis sûre que tout le monde est passionné dans la salle par ce que tu Ouais, dis. je sais, mais on a tellement de choses à dire, je ne veux pas passer trop de Bon, temps. on n'est pas pressé, on n'est pas pressé, tout va bien. Puis quand je dis que quand on passe un peu de temps avec Pierre-Henri Gouillon ou avec tous les membres de notre conseil scientifique, on en ressort un peu plus intelligent, je suis sûre que certains et certaines qui nous écoutent en ce moment se disent la même chose. Vas-y, Pierre-Henri, prends ton temps. Merci Audrey. Alors Darwin s'est rendu compte très rapidement, dès l'année suivant la publication de son livre, donc c'était en 1859 la publication du livre, en 1860 il écrit à un ami, je voulais laisser en anglais pour que vous voyez que j'invente pas les mots, je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me comprennent, des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. Je suis content qu'ils n'ont pas eu le mot de bigote parce que je pense qu'il y a effectivement quelque chose de religieux dans notre vision de l'espèce. Il faut se débarrasser, qu'on soit croyant ou pas, le problème n'est pas là. On a tous entendu parler d'Adam et Ève avant d'entendre parler de Darwin. On a tous cette image de la création dans notre tête, elle fait partie de notre culture et c'est très difficile de s'en débarrasser, même une fois qu'on a compris qu'il y avait eu un phénomène d'évolution. Voilà. Alors, du coup, quand on parle de diversité, évidemment, il y a des gens qui vont compter les espèces. Ça peut servir dans certains cas, j'aurais pas le temps de discuter de ça maintenant, on pourra en discuter après si vous voulez, mais dire qu'il y a 10 fois plus d'insectes d'espèces que de plantes, ça c'est vrai. En déduire qu'il y a 10 fois plus de diversité chez les insectes que chez les plantes, ça c'est pas du tout prouvé, peut-être que c'est le contraire, j'en sais rien. La biomasse des plantes est très supérieure à celle des insectes, et surtout, euh, les insectes, vous voyez, dès qu'ils ont un poil de travers, ils font une nouvelle espèce, alors que les plantes, elles gardent beaucoup de diversité dans l'espèce avant de commencer à se séparer en groupes suffisamment différenciés pour qu'on les appelle des espèces. Donc, on ne peut pas comparer une espèce d'insecte et une espèce de plante. Il y a peut-être 10 fois plus de diversité chez les plantes que chez les insectes, mais 10 fois moins d'espèces, c'est parfaitement possible. Donc, vous voyez que même les scientifiques, alors, se laissent avoir dans cette affaire parce qu'on est tellement habitué à parler d'espèces qu'on oublie à quel point c'est des choses arbitraires. Voilà. Et quand je vous dis que les scientifiques se font avoir, j'ai une preuve. Le CNRS, en 2016 encore, a publié un truc dans lequel ils disent les insectes forment aujourd'hui 90% de la biodiversité terrestre non microbienne. C'est absolument idiot de dire ça. Et quand j'ai montré ça aux responsables du CNRS, ils étaient un peu honteux. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ce système, eh bien, on a du mal à le comprendre parce qu'on est formaté pour voir le monde comme quelque chose de stable, d'établi, qui bouge pas. Ce schéma de Darwin, donc, si on veut le comprendre, eh bien, si on veut comprendre la biodiversité, il va falloir aller un peu plus loin et comprendre ce qui se passe. Comment se fait-il qu'il se fabrique des formes différentes? Vous voyez, je suis parti d'une forme A, d'une forme A au départ, et j'arrive à 3 formes finalement à la fin, ces 3-là. Si jamais il y a suffisamment de temps, bah, peut-être que c'est 3 espèces, ou peut-être que ça c'est encore 2 sous-espèces et ça c'est une autre espèce. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez que la biodiversité, dans ce cadre-là, elle se fabrique grâce au fait que les formes intermédiaires s'éteignent et que du coup, se créent des lignées qui sont totalement différenciées. C'est-à-dire que si je peux reconnaître cette entité-là de celle-là, c'est parce que les formes intermédiaires ont disparu. L'extinction, la disparition de lignées est quelque chose qui est essentiel à la diversité. Mais évidemment, ces extinctions, pour que ça marche, elles doivent être compensées par des apparitions de nouveautés et par les divergences des lignées. Donc vous voyez que la biodiversité, c'est un phénomène très complexe et tout à fait dynamique, comme tu le disais tout à l'heure, Audrey. C'est une dynamique de production de diversité et de destruction de diversité. C'est cette dynamique qui produit la biodiversité. S'il n'y avait pas d'extinction, il n'y aurait pas de biodiversité. S'il n'y avait pas de nouveauté, il n'y aurait pas de biodiversité. Et justement, donc, c'est un équilibre dynamique. Alors, un équilibre dynamique, c'est très différent d'un équilibre stable. Si je pose un objet sur une table et qu'il est suffisamment stable, eh bien, il ne bouge plus et on estime que ça, c'est un équilibre. C'est à ça qu'on est habitué quand on pense à un équilibre. Mais les équilibres dynamiques sont assez différents de ça. Prenez l'exemple d'un vélo, eh bien, le vélo, si je le pose, il va tomber. Il faut qu'il avance pour se maintenir. C'est le mouvement qui maintient la dynamique. Et si vous l'arrêtez, c'est là qu'il tombe. Mhm. Donc, c'est très important de comprendre qu'un équilibre dynamique, c'est quelque chose qu'il ne faut pas arrêter si jamais on veut qu'il se maintienne. Donc c'est très très différent d'un équilibre stable statique. Alors des équilibres dynamiques, on en connaît plein. Un avion, par exemple,
Je vais passer, mais un satellite, je pense que c'est un bon exemple. Vous voyez, un satellite, vous voyez bien qu'il tourne autour de sa planète et il va se maintenir grâce au fait qu'il bouge. Parce que si jamais il ralentit, on sait ce qui va se passer. S'il ralentit, eh bien, il va rentrer dans une dynamique d'effondrement. C'est-à-dire que on sait qu'à un moment ou à un autre, il va se casser la figure. Eh bien, la biodiversité, on en est exactement là. Elle est en train de s'effondrer. On sait que l'équilibre entre les extinctions et la production de diversité est en train de se déséquilibrer. Vous voyez qu'on peut parler d'un déséquilibre, mais à condition de bien penser que c'est un équilibre dynamique et pas un équilibre statique. Mon satellite, si jamais je vois qu'il ralentit, je sais qu'il va tomber, mais il ne tombe pas tout de suite. Et c'est ça le danger, c'est que, vous voyez, il ralentit, les spécialistes vont dire attention, il va tomber, mais les non-spécialistes vont dire bah non, regardez, il tient toujours, ça va. La biodiversité, c'est pareil. Vous pouvez dire qu'il n'y a actuellement pas des quantités folles d'espèces qui s'éteignent, mais ce que nous savons, c'est qu'il y a un nombre d'individus qui est en train de se réduire de telle façon que nous sommes en train de rentrer dans une spirale d'effondrement. Donc, quand on parle d'effondrement pour la biodiversité, il faut penser à un effondrement d'un système dynamique, pas l'effondrement d'un truc statique. Et d'ailleurs, j'aime pas le mot érosion parce que l'érosion de la biodiversité, vous voyez, une érosion, ça évoque une falaise. Une falaise, ça va être érodé par la mer, mais une falaise, c'est un truc qui bouge pas. C'est pas du tout ça. Hein. C'est un système dynamique qui est en train de s'effondrer. Si vous voyez votre satellite qui se casse la figure, vous allez dire il tombe à cause de la pesanteur. Bah oui, c'est vrai. Sauf que avant, il tenait grâce à la pesanteur. Donc, c'est pas la pesanteur qui le fait tomber, c'est le fait que la pesanteur est devenue trop forte par rapport au mouvement de rotation qu'il maintenait en l'air. Ben, c'est la même chose avec la biodiversité. Elle s'effondre à cause des extinctions, mais évidemment, c'est pas les extinctions en elles-mêmes, c'est le déséquilibre entre les extinctions et le système de production de diversité. Et donc, nous sommes actuellement dans une situation où nous savons que la biodiversité est en train de s'effondrer. Alors, je vous parle des récifs coralliens, vous savez qu'ils sont en train de blanchir pour une grande quantité d'entre eux et que tous ces systèmes qui étaient pleins d'une vie et d'une diversité extraordinaire sont en train de s'éteindre. Vous savez que les forêts, alors la forêt amazonienne, c'est une catastrophe avec Bolsonaro, mais enfin les forêts du sud-est asiatique, ça fait belle lurette que c'est pareil. Peut-être que je vais passer un peu ça, j'ai pas le temps de vous parler de ça. Si on en revient dans la discussion, on y reviendra. Je vais revenir Mais donc. Pierre-Henri, juste pour qu'on Oui. comprenne bien, donc ce que tu nous dis, c'est que donc cette biodiversité, c'est un système dynamique et c'est tout à fait normal qu'il y ait des espèces qui s'éteignent et d'autres qui apparaissent. Mais on parle d'effondrement, parce que je sais que pendant longtemps, ce terme d'effondrement, tu avais peur qu'il soit, Non, c'est qu'il le mot soit un érosion, peu, je vraiment pas. voilà, érosion, tu n'aimes pas. C'est dynamique, ça va un peu. Et aujourd'hui, on peut parler d'effondrement parce que la vitesse d'extinction est trop rapide et la biodiversité n'a pas le temps de s'adapter, c'est ça? Oui, on peut le dire comme ça, mais on peut surtout dire que, vous voyez, quand je regarde mon satellite, il est en train de ralentir et je sais qu'il va tomber, mais il n'est pas encore tombé. Donc, il ne faut pas attendre qu'il soit tombé. Une fois qu'il sera tombé, ce sera trop tard. Hein. Bon, ben, c'est la même chose avec la biodiversité. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on voit que tous les indicateurs qui nous disent comment se porte le système dynamique de la biodiversité, eh bien, tous les indicateurs nous montrent que ça ne va pas. On a perdu près de 80% de la biomasse d'insectes dans les zones protégées en Europe en l'espace de 30 ans. Bon, ben, euh, on sait que si ça, c'est exactement comme un satellite qui est en train de ralentir. Vous voyez, si jamais ça continue comme ça, c'est clair que tout ça va se mettre à s'éteindre. Une fois que ça commencera à s'éteindre massivement, il sera trop tard. Donc, il ne faut pas attendre que les espèces s'éteignent massivement. Il y en a déjà qui s'éteignent, mais le problème est bien plus grave que ça. Ce n'est pas les quelques espèces qui se sont éteintes, la catastrophe. C'est le fait qu'on est en train de voir arriver une extinction de masse qui va se produire. Et déjà, rien que le fait que 80% des insectes aient disparu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les insectes, ils servent aux plantes pour les pollinisations et pour des tas d'autres choses d'ailleurs aussi. Ils nourrissent les oiseaux, ils nourrissent des batraciens. Donc, pourquoi est-ce que ces insectes disparaissent, hein? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je voudrais juste vous donner 2-3 éléments sur ce phénomène d'effondrement. Hein. Donc, il y a effectivement un mammifère sur 3 qui est menacé de disparition en France. Et tout ça, les ministères français, etc., toutes les instances officielles le savent bien que tout ça est en train de se casser la figure. Il existe au niveau international, je pense qu'il faut quand même en parler un petit peu, un organisme qui s'appelle l'IPBES, donc, qui est l'équivalent du GIEC pour ceux qui connaissent pour le climat. C'est donc une plateforme internationale qui réfléchit aux questions de biodiversité. Et l'IPBES a produit un communiqué, a produit un rapport très circonstancié que vous pourrez trouver sur le web sans difficulté. Ça, c'est la première page. Hein. Et donc, dans le communiqué de presse, il parle d'un taux d'espèces sans précédent et qui s'accélère. Mais le taux d'extinction des espèces, c'est rien par rapport justement à ces diminutions d'effectifs. Hein. Donc voilà, les espèces
la proportion d'espèces en risque d'extinction, mais actuellement, ce qui est le plus grave, c'est la perte d'individus. Voilà. Ce que je voudrais dire pour finir sur cette partie-là, c'est qu'en fait, on a l'habitude de réfléchir de ressentir ce que c'est qu'un équilibre dynamique, c'est avec notre propre corps. Nous sommes en équilibre dynamique avec notre environnement. Nous mangeons, nous excrétons, nous respirons, et c'est ça qui fait qu'on est vivant. Imaginez que quelqu'un vous dise « Je t'aime, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo ». Bon, évidemment, vous ne seriez pas d'accord. Hein. On, Eh s- ben, on serait un peu inquiet quand voilà. même. Moi, je suis très inquiet quand on nous dit qu'on va faire la même chose avec la biodiversité. Je vous rappelle qu'il y a un grand frigo qui a été monté en Norvège, dans une petite île qui s'appelle Svalbard, et qui est censé conserver toute la biodiversité des plantes cultivées. Et c'est la même chose que de mettre quelqu'un au frigo. Vous en êtes en train de tuer la biodiversité en prétendant la garder dans un frigo. L'agriculture intensive, l'agriculture industrielle homogénéise tout ce qui est agricole et elle homogénise dans le cadre agricole et elle tue à l'extérieur du milieu agricole. Ce système très homogénéisant demande des tas de pesticides. Évidemment que c'est pas en mettant la biodiversité au frigo qu'on va régler le problème. Voilà. On va y revenir sur les pesticides, Pierre-Henri. Ne t'inquiète pas on va en reparler. Donc, on est d'accord que parler de sixième extinction de masse, ça correspond à la réalité. Oui, C'est pas une exagération. absolument. Est-ce que finalement, parce que on entend beaucoup parler aujourd'hui à la faveur de la crise sanitaire actuelle, du fait que il va falloir bâtir le monde d'après, donc ce qui est pour moi une notion assez fumeuse, hein, le monde d'après, parce que le monde d'aujourd'hui contient déjà assez de défis à relever. Est-ce que ce monde d'après ou d'aujourd'hui ne devrait pas être d'abord un monde où on admet que tout n'est pas possible? Parce que là encore, je m'appuie sur des écrits, des textes que tu as publiés. On s'est longtemps bercé de l'illusion que tout était possible, que la nature était taillable et corvéable à merci, qu'on pouvait la soumettre à toutes nos volontés pour peu qu'on en ait les moyens financiers. Or, cette nature, elle a des limites et nous ne pouvons pas de façon illimitée, non seulement parce que les ressources ne sont pas illimitées, la détruire et la soumettre, mais surtout nous ne pouvons pas le faire parce que nous avons besoin de cet équilibre dont tu parlais tout à l'heure. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux visions du monde qui s'affrontent et la question, c'est de savoir si jamais une crise comme celle du Covid sera suffisante pour que les fous deviennent raisonnables ou si jamais il faudra aller plus loin. Ces deux visions, elles sont très, très faciles à caricaturer. Une vision pense que, effectivement, il faut vraiment respecter la nature et qu'on peut, qu'on doit travailler avec elle et qu'on doit vivre avec elle et qu'on doit faire ce qu'on peut pour la maintenir et éventuellement orienter un petit peu son fonctionnement dans le cadre par exemple de l'agriculture ou de la médecine dans notre intérêt, mais sans essayer de la détruire. L'autre vision opposée, c'est une vision ultra technologique dans laquelle on pense qu'il faut totalement asservir la nature. Ça fait partie des diapos que j'ai enlevés, mais je pense que ça aurait pris trop de temps. Hein. C'est Buffon au XVIIIe siècle était sur cette ligne. Hein. Il expliquait qu'il fallait raser les forêts et dessécher les marais, etc., pour faire un monde qui soit agréable. Et cette vision-là prétend que tous les problèmes vont se résoudre avec de la technologie. Donc, on va vous dire qu'on va nourrir le monde avec les OGM, etc., etc., et que si jamais les plantes supportent plus les changements climatiques, c'est pas grave, on va vous faire des OGM qui supportent les changements climatiques. D'ici peu, on vous dira que si les humains supportent pas les changements climatiques, on va vous faire des humains OGM pour régler les problèmes de changement climatique, etc. Et même chose pour tout le reste. Je pense que actuellement, ce qui s'est passé depuis le XXe siècle, ce qui est très intéressant et préoccupant, c'est que nos capacités d'action, nos capacités techniques ont augmenté d'une façon extraordinaire. Mais notre compréhension de la complexité du monde a extrêmement peu évolué. Nous avons avancé extrêmement peu. Je discutais récemment avec une collègue qui s'appelle Marie-Christine Blandin, qui est une sénatrice, enfin, qui était une sénatrice Sénatrice, oui, tout à fait. Oui. et la présidente de la région Nord. Et elle me disait qu'elle avait l'impression qu'au XXe siècle, les scientifiques ont été tout fiers d'avoir découvert l'atome, etc., etc., et la génétique en biologie, etc., et que cette vision réductionniste du monde les a enchantés parce qu'ils ont eu l'impression de comprendre des tas de trucs, et c'était vrai, il y a eu vraiment des progrès incroyables faits au début du XXe siècle, aussi bien dans les domaines de la biologie que dans le domaine de la physique ou de la chimie, mais qu'au bout d'un moment, ils se sont heurtés au problème de la complexité, et que la complexité, elle se règle pas en regardant un atome ou en regardant un gène. Et que là, du coup,
perdus devant ce problème de complexité, les scientifiques se sont retournés vers la technique, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer de continuer à comprendre, ils ont abandonné l'idée de comprendre, mais qu'il vaudrait mieux, peut-être, se sont-ils dit, agir. Et puis donc, on agit sans comprendre, et c'est de plus en plus ce qu'on fait, et effectivement, avec un système qui nous conduit à aller aussi vite que possible, alors que justement, si on voulait comprendre au moins en même temps qu'on agit, et si possible même avant, il faudrait se donner beaucoup plus de temps. Donc effectivement, tout n'est certainement pas possible, et on prend d'énormes risques. Et cette foi dans la technique, alors je pense que Marie-Christine Blandin n'a pas tort, il y a eu un problème comme ça avec les scientifiques, mais ils ont été largement aidés par tout un système économico-politique qui a favorisé l'innovation contre le fait de faire de la recherche pour comprendre. C'est-à-dire que actuellement, un chercheur est beaucoup plus valorisé par le fait de faire des inventions que par le fait de faire des découvertes. Et du coup, évidemment, notre système prend des risques extraordinaires avec l'environnement dans lequel on se trouve. Et le Covid est un des trucs qui peut nous amener à nous rendre compte qu'on a peut-être été beaucoup trop loin dans ce domaine. Je ne sais pas ce que la crise du Covid donnera, je ne sais pas ce que ça veut dire après, parce que je ne sais pas quand ça sera après. Ce que je suis sûr, c'est que si jamais cette crise ne suffit pas, eh ben, il en faudra d'autres jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il est impossible de maîtriser entièrement la nature et qu'il vaut mieux la gérer, manager. Je n'aime pas le mot, mais puisque c'est le nom de ton école, je vais quand même le garder. Il vaut mieux la manager. Non, mais on construit avec elle, hein, et à partir d'elle. Mais justement, à propos j'insiste un petit peu sur cette question du temps de la compréhension, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans tes propos et dans ton enseignement. Tu dis, on met un temps fou à comprendre une découverte. Il y a énormément de choses qui sont découvertes et qu'on ne comprend que 100 ans, voire 200 ans plus tard. Donc, il faut aussi se donner ce temps de la compréhension. Je vous ai montré un schéma de Darwin tout à l'heure. Personne n'a compris complètement ce schéma, et tout le monde continue à nous raconter des histoires en comptant les espèces, alors qu'évidemment, dans un système comme ça, compter les espèces, ça n'a pas de sens, puisque c'est la complexité de l'arbre qu'il faut regarder. Hein. Si jamais les meilleurs spécialistes de la biodiversité, quand ils font leur cours sur la biodiversité, ils commencent par dire la biodiversité, c'est premièrement la diversité entre espèces, deuxièmement la diversité dans l'espèce. Comme si quand deux lignes s'écartent dans mon petit schéma, c'était pas la même diversité tant que c'est pas encore deux espèces, et puis paf, ça en devient une autre quand c'est deux espèces. Ben, ça n'a pas de sens. On n'a pas encore intégré toutes les découvertes de Darwin. Et c'est il y a 170 ans. Hein. La semaine dernière, François Gémen, qui était à ta place, nous parlait de nouvelles géographies des maladies. Tu viens d'évoquer à l'instant des crises futures qui sont en germe, enfin, sans mauvais jeu de mots, qui nous menacent. François nous parlait de la géographie des maladies, de nouvelles zones où elles vont se déployer. Et quand on parle de ça, on pense souvent à des virus comme celui qui nous touche aujourd'hui, à des maladies, des pandémies qui touchent l'espèce humaine et qui bloquent le fonctionnement de nos vies, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais le reste du vivant est également menacé, et singulièrement les cultures, donc l'agriculture, donc l'alimentation mondiale. Je pense qu'on ne peut pas réfléchir à les maladies d'une espèce comme la nôtre en croyant qu'elle vit hors sol. On vit dans un monde, on est tous dans un écosystème. Là, évidemment, quand on nous regarde, Audrey, toi et moi, ça se voit que je suis dans un écosystème parce que derrière moi, il y a un arbre, il y a une haie végétale, etc. Si vous écoutez bien, vous entendez des oiseaux. Toi, tu as l'air d'être dans un monde hors écosystème. Sauf que, évidemment, tu manges et tu bois, etc. Mais en plus, ce qu'il faut bien voir, c'est que tu as un microbiote de bactéries à l'intérieur de tes intestins qui correspond à environ 10 fois plus de bactéries enfin plusieurs dizaines de fois plus de bactéries que tes propres cellules, et que tes bactéries, tu les échanges avec les autres en permanence, qu'on baigne dans un écosystème bactérien qui vit dans nous, et voilà. Donc en fait, on est dans un écosystème. Et il n'y a pas moyen de séparer les humains des écosystèmes dans lesquels ils sont. Le fait qu'on ait appauvri les écosystèmes dans divers endroits est en train de poser des problèmes. Ça, c'est un article qui avait été fait par un épidémiologue qui s'appelle Serge Morand dans l'IB il y a quelques jours, qui expliquait donc comment l'appauvrissement écologique amenait à des crises comme celle du Covid. Et ah oui, pardon. Et je voudrais, moi-même, j'ai été interviewé sur le même sujet. Et voilà, je voudrais que vous compreniez à partir de là, c'est que
si jamais on continue à bousiller la biodiversité et qu'on ne laisse sur la planète que notre population humaine et les populations des autres espèces qui nous sont utiles, toutes les maladies de la planète vont se concentrer sur ces populations, nous et les formes qui nous sont utiles. Or, évidemment, quand c'est nous directement, on le voit bien le problème. Quand c'est les espèces qui nous sont utiles, on n'a pas encore vu les effets que ça allait avoir d'avoir des épidémies énormes sur les espèces dont nous nourrissons. Mais vous vous doutez bien que si jamais le blé, le maïs, le riz, etc. sont bousillés, eh bien, ça va créer des famines extraordinaires au niveau de l'ensemble de l'humanité. Et actuellement, on met en danger ces espèces qui nous sont utiles par le fait qu'on les rend totalement homogènes et que du coup, on est obligé de déployer des trésors d'industrie chimique pour traiter ces espèces. Mais ces industries chimiques, je pense qu'on va en reparler, eh bien, on pourrait faire d'appauvrir encore plus le système et de faire que nous sommes encore moins capables de nous débrouiller sans chimie. Et évidemment, c'est intéressant pour les producteurs de produits chimiques, mais c'est extrêmement dangereux pour l'humanité. Je pense que cette spirale infernale dans laquelle on fabrique des plantes totalement homogènes sur des dizaines de millions d'hectares, le même soja en Amérique du Sud, et où du coup on traite comme des fous pour arriver à maintenir ce schéma, c'est l'inverse de ce qu'il faut pour nourrir la planète. Si on veut nourrir la planète, il faut au contraire mettre de la diversité dans les plantes cultivées, comme on maintient, et puis conserver la diversité dans la nature. Et ça, c'est exactement pas ce qu'on fait. Alors, monde d'après, est-ce que la crise du Covid sera suffisamment sérieuse pour que les gens arrivent à exiger de leurs dirigeants qu'on arrête cette folie? J'en sais rien. Si le monde d'après ressemble à celui d'avant, c'est pas compliqué. Il y en aura une autre encore plus grave, jusqu'au jour où les humains deviendront capables d'exiger de leurs dirigeants qu'ils arrêtent cette folie. Mmh. Pierre-Henri, ça nous amène directement à un sujet qui te préoccupe et qui t'irrite grandement. Et on comprend pourquoi. C'est la responsabilité de l'agriculture intensive et des pesticides dans la problématique de l'effondrement de la biodiversité. Alors, il ne s'agit pas évidemment de se fâcher avec tous les agriculteurs, au contraire, mais de pointer les erreurs du système et les dangers que ce système nous fait courir. Oui, absolument. Alors, la difficulté qu'on a là-dessus, c'est que je voudrais prendre 2 minutes juste pour présenter. Tu as le temps, on est dans les temps, tu as le temps. Ah ouais, enfin, il commence à être temps d'écouter un peu des questions, mais je voudrais insister sur un point, c'est le fait que quand on pousse des cris d'alarme, et ça arrive régulièrement, vous avez vu celui-là il y a quelques années, 15 000 scientifiques ont signé un papier disant qu'on n'allait pas s'en sortir comme ça, eh bien, vous avez instantanément des gens qui vont contrer ce genre d'argument, et par exemple, à l'époque, il y a eu un site web, vous voyez, ce site web-là, je vous le conseille, Osons l'avenir pour nos enfants et nous. Ça, c'est un site web qui systématiquement contre les démarches des scientifiques pour dire que ça va pas. Et donc, voilà, ils ont titré 15 000 scientifiques disent n'importe quoi sur l'avenir de la planète. Et ils sont même allés assez fort sur la façon dont, effectivement, les scientifiques en question étaient respectables. Ce site n'arrête pas, vous voyez, de dire que les pesticides, il n'y a pas de problème. Et il y a une dénommée Emmanuelle Ducrot qui est une spécialiste de ce genre de désinformation. Nous avons actuellement un problème qui est qu'il y a une très très forte tendance à désinformer les gens sur ces questions, et c'est pas un hasard, c'est que, je passe là-dessus, c'est qu'il y a donc une nouvelle profession qui est née en 1953 en réalité, que deux sociologues américains ont appelé les marchands de doute. Alors ces marchands de doute, c'est qui? Eh bien, ce sont des gens qui vont être payés en fait pour semer le doute sur les données qui n'intéressent pas les industriels qui financent ces marchands de doute. Alors, le premier grand exemple, ça a été le tabac. Ça a été décrit dans un livre qui s'appelle Golden Holocaust. Il est traduit en français par Proctor. Et donc, effectivement, c'est les cigarettiers qui, en 1953, ont fabriqué un projet cosmique, qu'ils l'ont appelé, dans lequel ils ont cherché à favoriser toutes les recherches qui permettraient de trouver autre chose que le tabac comme responsable du cancer du poumon. Et ils ont très bien réussi, et ils ont réussi à recruter de très, très grands scientifiques. Il faut bien voir que les plus grands scientifiques de l'époque, donc ce nouveau travail, ça a été
ça s'est appelé donc des ingénieurs sociaux, hein, des gens qui allaient effectivement faire, faire travailler le système de manière à servir les intérêts des entreprises. Et, euh, et c'est en 1953 que la première réunion avec tous les cigarettiers, et puis un dénommé Hill, qui a été le premier à inventer cette nouvelle démarche, eh bien, s'est tenue et ils ont très très bien réussi puisque ça a pris très longtemps. En fait, on va fabriquer des marchands de doute, hein, et on va recruter des scientifiques qui vont scientifiquement vous dire que c'est pas vrai, que le tabac, bah oui, ça fait partie des choses qui peuvent jouer sur le cancer, mais qu'il y en a plein d'autres, c'est très multifactoriel et le grand jeu, ça va être systématiquement de dire, il y a beaucoup de facteurs, c'est très multifactoriel et hein, Fred Singer, président de l'Académie des sciences américaines, a fait partie de ces gens-là, hein, Spitz aussi, voilà. Et, euh, et donc, pourquoi ils ont fait ça, ces gens-là? Eh bien, parce que pour des raisons financières un peu, mais aussi surtout idéologiques. Hein. C'était des gens qui étaient assez à droite. Et vous savez, qu'est-ce qu'on peut dire des écologistes, hein? Les écologistes, c'est des gens très désagréables parce qu'ils sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. Hein. C'est-à-dire que c'est juste des communistes. Et donc, il faut absolument pas les laisser prendre le pouvoir. Et donc, tous ces scientifiques se sont mobilisés pour empêcher toute question écologique de venir sur le tapis. Ça a commencé avec le tabac, ça a continué avec le climat. Alors, vous voyez, hein, on vous a sorti une anti-Greta il n'y a pas longtemps. Hein, la diapo d'avant, hein, ça c'est quand Obama a dit qu'il y avait un truc très important à faire, c'était de s'occuper des questions de changement climatique. Et ben, il y a toute une série de scientifiques qui ont signé un texte pour dire que c'était pas vrai. Le climato-scepticisme, tout ça, c'est vraiment lancé par les marchands de doute. Et évidemment, pour ce qui concerne les questions de pesticides, eh ben on a la même chose. Il y a deux journalistes français qui travaillent énormément là-dessus. Un Stéphane Aurel qui est là, qui a fait Lobitomie, et Stéphane Foucard, hein, qui a écrit Le Monde de vin silencieux, que je conseille vraiment, je conseille ces deux livres vraiment à tous les gens que ça intéresse. Et ce qui est montré dans ces livres, c'est à quel point le mensonge est devenu quelque chose de tout à fait courant et comment on va nous tromper. Alors, par exemple, il y a un truc qui s'appelle les désordres, d'effondrement des colonies d'abeilles. Et comment expliquer ça? Eh ben, c'est pas compliqué. Hein, ça commence il y a une trentaine d'années, et il y a une trentaine d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, eh bien, alors qu'est-ce qu'on va vous présenter plutôt? Eh ben, vous présenter qu'il y a plein de théories, que c'est compliqué, exactement comme le tabac. Hein. C'est très multifactoriel, il y a plein de choses, et on va favoriser toutes les recherches sur les autres facteurs que le vrai facteur. Alors, par exemple, vous voyez là sur le dos de cette abeille, il y a un petit machin, c'est un parasite qui s'appelle le varroa. On va vous dire que le varroa, c'est très très important dans la disparition des abeilles. On va vous dire qu'il faut plus de recherche, more research is needed. C'est toujours la même phrase depuis les marchands de doute du tabac qui sert aussi pour les abeilles. Et on va vous dire que tout ça n'est pas de la faute de l'agrochimie. Or, c'est quelque chose que peut-être tous nos auditeurs ne savent pas. C'est qu'aujourd'hui, quand on sème une graine, cette graine, vous voyez, elle est rose, elle est jaune, elle est verte. Ça, c'est des graines de betterave, par exemple. Vous voyez, mais c'est pas du tout la couleur normale d'une graine de betterave. Pourquoi? Parce qu'elle est enrobée de pesticides, d'insecticides. Toutes les graines qui sont semées pratiquement en France contiennent ces insecticides. Ces insecticides vont partir dans l'eau, ils vont être envoyés dans l'air, en fait, parce que le semoir, lui, il va jeter des trucs. Quel résultat, par exemple, quand une colonie d'abeilles rencontre un petit nuage qui sort d'un semoir avec des graines comme ça, les abeilles crèvent toutes. Hein, c'est pas compliqué. C'est des insecticides qui agissent sur nanogramme. Ils sont tellement puissants que quand la plante va germer à travers la graine, elle va s'imbiber du produit et toute sa vie, la plante tuera tous les insectes qui essaieront de la toucher, enfin de la manger. Donc, vous voyez qu'on est dans un système où on n'est plus en train de traiter contre les insectes qui font mal, on traite systématiquement. Dès que la graine est semée, elle tue tous les insectes qui veulent l'approcher. Le résultat, c'est qu'à l'heure actuelle, on est en train de détruire toute la diversité des insectes. Et quand je vous dis que 80% des insectes ont disparu depuis 30 ans, mais c'est à cause de ça. Bien sûr qu'il y a aussi le varroa pour les abeilles, des machins, des trucs, etc. Mais l'effet massif, il est là. Comment ça se fait qu'on s'en rende pas compte? Comment ça se fait qu'on n'ait pas dit le problème numéro un de la biodiversité aujourd'hui, c'est les pesticides? Eh ben, c'est pas compliqué parce que les marchands de doute ont subventionné à fond toutes les recherches sur les autres facteurs, sur le varroa, sur etc., etc. Et du coup, bah, comme on vous parle que du varroa, vous finissez par entendre parler que du varroa. Puis comme on vous dit que c'est compliqué, eh ben, on vous dit que c'est compliqué. Alors vous dites, ah bah oui, c'est compliqué. Voilà, ben non, c'est pas compliqué. En réalité, il y a un facteur, c'est comme pour le cancer.
hein, du poumon. L'effet le plus important, c'est le tabac. Le reste, ça existe aussi, mais c'est beaucoup plus petit. Et évidemment, tout le monde va là-dedans. La Société entomologique d'Amérique, qui sont des gens qui aiment les insectes, il n'y a pas de doute, eh ben, ils ont aussi regardé How much is still unknown, on n'en sait encore rien, voilà. Eh ben, si vous regardez qui est-ce qui finance la Société américaine d'entomologie, c'est Bayer, c'est Corteva, c'est BASF, c'est Syngenta, c'est-à-dire c'est les producteurs de pesticides. Voilà, on est là-dedans tout le temps. Hein. Et alors maintenant, on nous propose même de faire des bactéries génétiquement modifiées pour sauver les abeilles contre le varroa. Donc, on va faire de la biotech sur les abeilles. Comme ça ira encore mieux. De toute façon, pendant ce temps-là, on ne parle pas des pesticides. Voilà ce qui se passe. Bon, ça, ce sur quoi je voudrais insister, donc, c'est sur le fait qu'on est effectivement dans une situation actuellement où vraiment la désinformation est majeure. Il y a quelque temps, je vais finir là-dessus, Bernard Pivot a fait un petit tweet disant la mort lente et massive des abeilles par les pesticides devrait relever des crimes contre l'humanité. Il a pris une volée de bois vert par toute une série de tweetos qui lui ont répondu qu'il faudrait qu'ils se renseignent un peu parce que la vraie raison pour laquelle les abeilles disparaissent, c'est le varroa, c'est etc., etc. Et, euh, et alors qu'en fait, il avait raison. Et je pense qu'il faudrait vraiment dénoncer ces semeurs de doute, ces marchands de doute. Je pense qu'aujourd'hui, la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'il y a d'énormes moyens qui sont mis pour désinformer tout le monde sur ces questions. Et tant qu'on en sera là, je pense que ça sera difficile pour tout le monde de s'y retrouver. Alors, j'ai encore deux questions pour toi, et puis on va passer aux questions de la salle. Juste encore une petite précision sur la question des pesticides. Tu nous as montré effectivement tout à l'heure des pesticides roses, verts, de toutes les couleurs. Euh, En fait, ce dont on se rend compte aussi, c'est que le système est tellement déréglé qu'il faut des quantités de plus en plus massives de pesticides pour des résultats de moins en moins probants et que parfois on utilise massivement des pesticides, y compris sur des parcelles sur lesquelles pour le moment ils ne sont pas utiles. Absolument. De toute façon, actuellement, si vous achetez une semence normale, elle va être enrobée de pesticides. Donc, la question de savoir si jamais il y en a besoin ou pas est même pas posée. Vous pouvez pas semer votre semence sans qu'elle soit enrobée de pesticides. Si jamais, et récemment, j'en parlais avec une agricultrice du coin ici et je lui disais, mais enfin, faudrait peut-être arrêter de mettre des semences enrobées. Elle m'a dit, oui, mais maintenant, le problème, c'est qu'on a tellement tué tous les insectes que les insectes qui mangent les insectes de nos cultures, hein, les coccinelles, etc., qui mangent, on appelle ça des auxiliaires, donc les insectes qui nous aident dans notre activité agricole, eh bien, ils ont tellement disparu qu'on peut plus se passer de produits chimiques. Donc, on est en train de mettre en place un système dans lequel on met des pesticides en masse. Grâce à ça, tout le monde disparaît, sauf quand même un certain nombre d'insectes capables de manger nos cultures. Donc, il n'y a plus rien pour empêcher les insectes de manger nos cultures d'autres que les pesticides. Et du coup, il faut encore plus de pesticides. Qui plus est, effectivement, les insectes finiront bien un jour ou l'autre par devenir résistants à ces pesticides. Mais enfin, ça va prendre du temps parce que les pesticides qu'on développe actuellement sont d'une efficacité terrifiante. Hein. Ça agit au nanogramme, hein. C'est-à-dire qu'en dessous des seuils de détection, vous êtes déjà dans des effets. Et l'action, elle peut être compliquée. Vous savez, sur les abeilles, au début, on a dit non, ça tue pas les abeilles aux doses normales. Oui, ça tue pas les abeilles, sauf que ça les désoriente. Ça, c'est des recherches qu'il a fallu faire pour comprendre ça. Donc, une abeille désorientée, c'est comme si elle était morte. En labo, vous le voyez pas, mais dehors, eh ben, comme elle peut pas retrouver la ruche, elle est foutue. Donc, en fait, et puis, il y a sûrement aussi un autre effet, c'est que ça rend plus sensible au varroa, plus sensible au virus machin. Donc, on va vous dire, bah, regardez, vous voyez, c'est le varroa, regardez, c'est le virus, etc. Alors qu'en réalité, s'il n'y avait pas les pesticides, eh bien, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Donc, en fait, on a effectivement une surutilisation, une utilisation systématique de trucs qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire qu'ils sont systémiques, ça veut dire qu'ils vont rentrer dans tout le système de la plante, hein, c'est le système circulatoire de la plante, et que du coup, eh bien, toute la plante va être infestée par ces produits. Mais je vous le disais tout à l'heure, ils partent dans l'eau, ils partent dans l'air, et on est maintenant dans des milieux dans lesquels il y en a partout. Hein. Si jamais on n'arrête pas ça vite, ça va faire très très mal. Ce qu'on a du mal à comprendre, et c'est ma dernière question, on va passer aux questions de la salle ensuite, c'est en fait, tous ces gens qui promeuvent les pesticides, bon, alors pas forcément ceux qui en vendent, mais ceux qui décident au niveau politique, au niveau national, au niveau européen, et beaucoup d'agriculteurs qui les utilisent, bah, ce ne sont pas des gens sans cœur, ce ne sont pas des gens sans cerveau, ils ont bien conscience de ces dangers, de ces risques. Pourquoi on continue?
maintenant qu'on connaît les effets, bon, moi je suis née au tout début des années 70, c'était la grande époque où tout ça semblait miraculeux, magique, le plastique c'était formidable, le pétrole c'était formidable, les pesticides c'était formidable, les boîtes de conserve c'était formidable, tout ça était censé être extraordinairement formidable, mais on sait quand même aujourd'hui à quel point tout cela est néfaste et pourquoi on continue. Je pense que le problème, c'est qu'on ne sait pas se sortir des questions de court terme et Mm. toujours de cette question de vitesse. Il y a un phénomène, j'ai des données là, si ça t'intéresse, mais c'est un peu lourd parce que c'est du texte. L'EFSA, c'est l'agence européenne qui s'occupe de gérer ces questions de toxicité des produits dans le système agricole et alimentaire. Et je vous assure que c'est pas des gauchistes du tout, hein. C'est des gens qui ont au contraire essayé en général de protéger les producteurs et agricoles et les producteurs d'agrochimie de manière à ce qu'ils puissent travailler tranquillement. L'EFSA a récemment compris qu'il fallait, quand on teste la toxicité d'un produit, pas seulement regarder la toxicité aiguë, c'est-à-dire je t'en donne, tu meurs ou tu meurs pas, mais je t'en prends régulièrement, qu'est-ce que ça te fait? Avec les méthodes actuelles de test des produits phytosanitaires, on dirait que le tabac ne fait aucun mal aux humains. C'est vrai, je peux te faire fumer des clopes toute la journée, tu vas pas être morte le soir. Donc, actuellement, de la façon dont on regarde ces produits, eh bien, on ne voit pas les effets qui se maintiennent au cours du temps si jamais on utilise régulièrement ces produits. L'EFSA s'est rendu compte de ça et a mis en place un protocole pour essayer de tester les effets donc de ces produits, les effets récurrents de ces produits. Et quel est le résultat? Eh bien, c'est que ces tests qu'a demandé l'EFSA ne sont pas faits. L'Europe ne les a pas mis en place. Alors, il y a un organisme en Europe qui est chargé de mettre ce genre de réglementation en place, et elle ne le fait pas. L'association Pollinis, qui regroupe les producteurs de miel, enfin les apiculteurs français, a posé des questions à cette entreprise, pardon, à cette instance européenne qui refuse de répondre sur pourquoi ils ne le font pas. En fait, la réponse, elle est très simple. Stéphane Foucard donne des références dans son livre, c'est incroyable. Vous allez regarder le colloque de Valence, qui s'est tenu à Valencia, hein, en Espagne, fait par les producteurs de pesticides eux-mêmes. Et dans ce colloque, ils écrivent eux-mêmes que si jamais on mettait en place les critères de l'EFSA, alors 79% des herbicides, 85% des fongicides et 90% des insecticides seraient interdits. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes un responsable européen? Vous avez deux Vous solutions. temporisez. Comment? Vous temporisez. Voilà, vous dites, C'est ce qu'ils font. on va mettre en place les critères. Ça veut dire je ruine mon industrie chimique. Mais vous vous rendez compte le pouvoir de l'industrie chimique? Vous vous rendez compte combien de milliards ils représentent, eux, par rapport à ce que représentent les gens qui défendent des insectes? Rien du tout. Donc à l'heure actuelle, les épreuves de force sont absolument en faveur du fait de continuer à détruire la nature, à détruire la biodiversité. Et tant qu'on en sera là, tant qu'on sera justement, comme je le disais, tant qu'on n'aura pas eu des crises suffisamment fortes pour que les citoyens du monde entier disent ça suffit, vous arrêtez vos conneries, et on met en place un vrai système qui permette de gérer les questions de nature, eh bien, on continuera. Et moi, je ne vois pas actuellement comment on peut sortir de ce système extrêmement destructeur. Alors, on a beaucoup, beaucoup de questions, Pierre-Henri. Une bonne nouvelle, malheureusement, on va pas pouvoir répondre à beaucoup, mais bon. Voilà, on va essayer d'en prendre quand même quelques-unes. Et puis celles auxquelles on n'aura pas forcément répondu, de toute façon, il y a un suivi derrière qui sera fait. Première question, question d'Alexandra Pinaton-Gest. Alors, il faut que je déplace mon écran, sinon je ne vois pas. De ce que l'on connaît à ce qu'il reste à découvrir, 3 points de suspension. C'est un petit peu la question que je posais tout à l'heure sur la notion de temps, le temps qu'il faut pour comprendre ce qu'on connaît et appréhender ce qu'il reste à découvrir. Oui, comprendre complètement la diversité du monde, comprendre la biodiversité dans son ensemble, je pense qu'on en est loin. Et du coup, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut avoir aucune confiance dans les gens qui nous disent qu'on peut faire du tout technologique et qu'on peut se passer des fonctionnements naturels. Peut-être qu'une fois qu'on l'aura bien compris, on comprendra aussi qu'on peut pas s'en passer. Mais en tout cas, tant qu'on l'a pas compris, il n'y a aucun moyen qu'on s'en sorte sans respecter la nature. Mais je voudrais insister sur le fait que justement, le grand jeu des marchands de doute, c'est toujours de dire qu'on ne comprend pas assez et que du coup, on ne peut pas agir puisqu'on ne comprend pas.
Alors, vous comprenez, dire qu'on ne comprend pas, donc il ne faut pas agir, ça peut aller dans les deux sens. Je peux dire, puisqu'on ne comprend pas les écosystèmes, il faudra arrêter de mettre des pesticides dessus, parce que comme ça, on ne sait pas ce qui se passerait. Ça s'appelle le principe de précaution. L'autre solution, c'est de dire, vous comprenez rien, donc moi, je fous tous les pesticides que je veux, et vous n'avez rien à me dire, puisqu'on comprend rien. Moi, je voudrais vous dire une chose, c'est qu'il y a des choses qu'on sait, et ce qu'on sait, c'est que les pesticides actuellement déversés dans les systèmes agricoles sont catastrophiques pour l'ensemble de la nature, que l'homogénéisation des semences est catastrophique pour la durabilité de notre agriculture, ça on le sait, et si jamais il y a des gens qui disent le contraire, c'est soit qu'ils ont été trompés, ce qui est le cas de la plupart, soit qu'ils font exprès de tromper les autres, et donc tant qu'on n'aura pas compris ça, je pense qu'on ne pourra pas avancer. Alors, autre question, je laisse Laurent l'afficher. Darwin a écrit aussi sur la coopération et non pas que sur la concurrence. Et pour les croisements interespèces, certes, c'est courant dans la nature, mais quelle part pour les croisements provoqués par les humains? Question de Lamia. Bon, alors, je faisais pas un séminaire sur l'évolution, je faisais un séminaire sur la biodiversité, parler évidemment que la coopération, c'est très important. Et d'ailleurs, la coopération, c'est une conséquence inéluctable de la compétition. C'est ça le problème, c'est qu'on oppose coopération et compétition. On n'est pas capable de pas mettre de pathos dans notre description de la nature. C'est très embêtant. Évidemment que quand vous avez deux espèces qui se mettent ensemble pour, vous voyez, vous avez un insecte qui pollinise une plante, bah, vous pouvez dire, voilà, regardez comme c'est joli, qu'ils interagissent, mais en fait, l'insecte, en général, tout ce qu'il voudrait, lui, c'est bouffer la plante, et la plante, ce qu'elle veut, c'est utiliser l'insecte pour se faire reproduire. Bon, bref, y a la coopération et la compétition, c'est deux éléments toujours d'un même système. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a des lois antitrust. Hein. Quand on met des entités en compétition, évidemment qu'elles vont avoir tendance à s'associer. Bon. Donc ça, c'est pas un problème. Pour le reste, attendez, la deuxième partie de la question, je l'ai Alors, plus. Laurent, est-ce qu'on peut réafficher la question pour avoir la deuxième partie? Oui, Voilà. il y a des hybrides fabriqués par les humains, mais c'est rien par rapport à ce qui se passe dans la nature. En revanche, ce qui est catastrophique dans ce que font les humains, c'est quand ils font des choses de masse. Quand ils mettent des dizaines de millions d'hectares avec la même plante, ça, c'est catastrophique, qu'elle soit hybride ou pas. Hein. Donc, qu'on ait un seul hybride de maïs sur des très grandes surfaces, ça, c'est très embêtant. Alors, ce qu'on appelle un hybride de maïs, c'est pas un hybride entre deux espèces, hein, c'est un hybride entre deux variétés. Donc, ça pose pas du tout les mêmes problèmes. Mais en tout cas, ça pose un problème aussi, c'est que effectivement l'agriculteur ne peut pas ressemer ses semences sans perdre énormément de rendement. Mais ça, bon, ça serait un peu long à expliquer ici. En tout cas, effectivement, je voudrais que vous compreniez que le problème numéro un, c'est quand on attente à la biodiversité. C'est pas grave de faire un hybride. Effectivement, ça peut être grave sur le plan éthique, c'est-à-dire que si vous voyez les ligres là, ils sont les hybrides de lion-tigre, ils sont ils sont énormes. Je vous en ai montré un. Ils sont impressionnants, donc du coup tous les os s'amusent à en faire. Or ils sont quand même un peu malades, ils sont pas très bien. Il y a des problèmes éthiques, mais c'est pas ça qui va bousiller la biodiversité. C'est pas ça qui met notre fonctionnement écologique en danger. Ce qui met le fonctionnement écologique en danger, c'est l'appauvrissement de la diversité qu'on est en train de mettre en place. Une autre question, Laurent. Existe-t-il des indicateurs de transparence qui permettraient de mettre en exergue que ces semeurs de doute sont financés par des acteurs qui ont tout intérêt à promouvoir leur contre-vérité? Oui, alors ça, c'est vrai que ça prend souvent du temps. Par exemple, en 1992, il y a eu le premier sommet de la Terre à Rio. J'avais des diapos là-dessus, mais je les ai enlevés pour gagner du temps. Mais à Rio, donc sommet de la Terre, où on parle de ces questions d'écologie, et immédiatement est fabriqué un contre. Alors, c'est fabriqué à cette époque-là un appel de la Union of Concerned Scientists, donc l'union des scientifiques concernés, hein, qui mettait en garde contre les problèmes d'environnement. Et puis, il y a eu immédiatement, alors c'est un contre-appel qui s'appelait l'appel de Heidelberg, qui a été signé par quasiment tous les grands scientifiques français, hein, et très largement en Europe, et qui a totalement éclipsé l'Union of Concerned Scientists, et qui disait attention, les écologistes, c'est souvent des gens irrationnels, il ne faut pas trop les écouter, sinon ils vont vous empêcher de développer le progrès, et puis alors, du coup, ils empêcheront des avancées technologiques qui seraient utiles pour les pays du tiers-monde, genre. Alors, tout ça a convaincu beaucoup de scientifiques qui ont signé sans comprendre ce qu'ils étaient en train de signer. Aujourd'hui, on sait que c'est l'industrie de l'amiante et l'industrie du tabac qui avaient lancé cet appel de Heidelberg. Et ce qui est incroyable, c'est que les scientifiques qui ont signé à l'époque un truc qui était fabriqué par les industries les plus polluantes de l'époque, eh bien, continuent à être contents d'avoir signé ça. Moi, je serais scientifique, j'aurais signé ça à l'époque, j'aurais honte, vous voyez, je dirais, je me suis fait avoir, quoi.
Eh ben, pas du tout. Il y en a énormément qui continuent. Et donc, effectivement, on peut savoir qui a financé les choses. C'est pour ça que je vous conseillais de lire le livre de Stéphane Aurel et de Stéphane Foucard. Vous avez vraiment beaucoup d'informations là-dedans. Simplement, effectivement, c'est jamais affiché. Et puis, bah, il faut bien avouer que bah, c'est pas toujours très médiatisé, ce genre de choses. Il y a quelques journalistes qui se donnent beaucoup de mal pour sortir ces affaires, mais globalement, c'est pas ça que vous aurez au JT de TF1, hein, il y a rien à faire. Donc, donc effectivement, et puis alors en plus, aujourd'hui, on a une difficulté supplémentaire. Tout à l'heure, il y avait une diapo qui a été mise, là, je voulais effectivement la revoir. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, eh bien, on dit il ne faut pas dire du mal des agriculteurs. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas dire du mal des agriculteurs. Les pauvres, ils sont dans une situation extrêmement difficile. Mais pas dire du mal des agriculteurs et pas dire du mal de la façon dont le système agricole fonctionne, c'est pas la même chose. Bien sûr. Je pense qu'à l'heure actuelle, donc, a été fabriqué ce mot agribashing, hein, donc qui est fabriqué par justement les producteurs de pesticides, etc., et qui disent attention, dès qu'on dit du mal de ce qu'on fait dans l'agriculture, eh ben c'est pas bien. Vous savez que ça va assez loin parce qu'actuellement l'agribashing donc est critiqué comme ça dans des sites, mais alors l'agribashing, donc il y a eu par exemple sur Reporter un article qui montrait ce que c'était pourquoi l'agribashing était néfaste, hein, et enfin pourquoi l'anti-agribashing était néfaste de la façon dont il est fait, mais vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a maintenant une cellule de la gendarmerie qui s'appelle Déméter et qui est là pour lutter contre l'agribashing. C'est-à-dire que si jamais vous dénoncez des pratiques agricoles qui vous semblent catastrophiques, eh bien vous pouvez vous faire poursuivre légalement. Donc je pense que vraiment on est dans une situation très très difficile. Parce que non seulement c'est difficile de savoir quand est-ce que les choses viennent de ces marchands de doute, mais en plus, vous pouvez vous faire attaquer parce que vous avez osé dire qu'il y avait un problème avec ces pratiques agricoles. Alors, une autre question, Laurent, une autre question de la salle. Quels sont les programmes de formation des agriculteurs aujourd'hui? Est-ce que la préservation de la biodiversité fait partie d'un programme officiel? Et l'ENA et l'éducation nationale? Quelle est ta réponse, Pierre-Henri? Alors, premièrement, dans les lycées agricoles, j'ai vu une évolution dans les années qui ont passé, parce que je peux vous dire qu'il y a 20 ans, quand j'allais faire un truc sur la biodiversité, invité par un prof un peu fou dans un lycée agricole, on me regardait vraiment avec un drôle d'air. On me disait, mais qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre qui vient parler de biodiversité chez nous? On a autre chose à foutre. Et puis, progressivement, bah, j'ai été de plus en plus invité d'ailleurs dans des lycées agricoles pour venir parler de biodiversité. Et ça fait partie maintenant, l'agroécologie, etc., font partie des programmes dans les lycées agricoles. Donc, sur ce plan-là, ça s'arrange. Et parce que l'agroécologie, l'agroforesterie, des ingénieurs agronomes de ton âge, je sais que dans vos formations, ça a parfois été assez absent finalement dans vos formations de base. Alors c'est compliqué parce que ingénieur agronome, enfin moi je connais que la formation que j'ai eue à l'Agro de Paris à l'époque. On est toujours totalement schizophrène dans ces formations. C'est-à-dire que d'un côté, on va vous parler d'une vision très productiviste de l'agriculture, et puis de l'autre, nous, on avait comme prof, dans les années 70, moi j'avais René Dumont comme prof en agriculture, qui a René Dumont, qui a été le premier candidat écologiste à la présidentielle, et qui nous parlait en 73 de l'effondrement de la biodiversité, des changements climatiques et des questions de développement durable. Donc, toutes ces questions-là, enfin, évidemment, il y avait le Club de Rome, etc. Le Club de Rome, tiens, on n'en a pas parlé, mais voilà, un club qui a sorti toutes ces questions et qui a été démoli par les marchands de doute. Hein. Je n'ai pas le temps non plus là de vous reprendre, mais toujours pareil, vous trouverez ça dans Foucard. Donc, bien sûr que c'est dans d'autres livres de Foucard, hein, c'est dans les livres sur l'économie, mais voilà. Donc effectivement, les systèmes d'enseignement agricole actuellement, ils sont schizophrènes, parce que d'un côté, ils vous apprennent l'agroécologie et de l'autre, ils vous disent comment utiliser les pesticides massivement. Voilà. Une autre question. Alors, l'ENA, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Il y a pas mal de temps quand même déjà. J'ai été invité pour faire une conférence sur la biodiversité. Ça a été vraiment intéressant parce qu'à la fin, ils m'ont dit bon bah alors dites-nous combien ça coûte de bousiller la biodiversité. Et je leur ai dit mais écoutez, moi je trouve que le problème n'est pas vraiment là. Et ils m'ont dit bah si vous pouvez pas chiffrer, ça peut pas nous intéresser. Et c'était qui ça, pardon, je n'ai pas entendu. Les élèves de l'ENA. Ah d'accord, ok. Bon. Du coup, on leur a répondu en fabriquant ce qu'on appelle les services écosystémiques, en essayant de calculer combien ça coûte de foutre à la biodiversité. Je pense que c'est une très mauvaise manière de faire parce que justement là, alors pour le coup, on ne connaît pas suffisamment bien les écosystèmes pour être capable de mesurer quel est l'effet de la perte de chaque insecte qui meurt, évidemment. Donc
Le résultat, c'est qu'à l'heure actuelle, on va vous donner des chiffres qui n'ont pas beaucoup de sens. Et pour moi, le problème d'ailleurs, il est pas là. Hein. Le problème, il est que on doit maintenir notre écosystème. C'est comme si je vous demandais quelle est la valeur du fait que vous soyez en vie. Bah, pour vous, c'est une valeur très grande, et peut-être pas pour d'autres. Mais je pense on a besoin de ces trucs-là. Et la question du coût n'a pas de sens pour moi. C'est pas avec de la monétarisation qu'on réglera ces problèmes. On va prendre une autre question de la salle. Pensez-vous que nous pouvons ou devons agir individuellement pour la biodiversité au-delà de mettre nos institutions et représentants sous pression? Comment on agit chacun, chaque citoyen, à part avec son bulletin de vote? Voilà, il y a le bulletin de vote et il y a la consommation, évidemment. Hein, c'est les deux choses qu'on peut faire le plus. Mais il y a pas que le bulletin de vote, d'ailleurs. Hein, il y a quand même aussi le fait qu'on peut écrire à son député, on peut écrire à son maire, on peut soutenir telle ou telle action à l'échelle locale. Moi, je crois que l'échelle locale, c'est important et je crois que ça suffit pas. C'est-à-dire qu'on nous dise pas que si jamais chacun fait ce qu'il faut, ça ira bien. C'est pas vrai. Il faut Mhm. absolument des régulations plus larges et il faut des. Bien Moi, sûr. tant qu'on taxera pas le kérosène, bah, les gens qui, comme moi d'ailleurs, refusent de prendre l'avion, ils seront très minoritaires. Le Mm, jour où on va payer aux avions ce qui coûte vraiment, ça sera différent. mm, Donc même chose pour la biodiversité. Et bien sûr, pour la biodiversité, ce que vous pouvez faire aussi, donc c'est quand vous achetez, bah, essayez de ne pas acheter des trucs qui soient des légumes hors saison, des légumes qui viennent de très très loin, des légumes qui bouffent. mm, On a beaucoup parlé de l'huile de palme, on peut parler un mm. peu d'avocat. Peut-être que tu t'y connais, Audrey, en effet En catastrophe. avocat, oui, plus qu'en huile de palme. Il y a plus d'avocatiers que de palmiers à huile. Ça bousille les écosystèmes Mm, et l'économie locale. Enfin bref, il y a énormément de voilà. Si vous consommez local et de saison, et si possible en plus avec des agriculteurs qui font pas une agriculture de folie mm. bio, ça peut être bio ou sinon bio, bah, des gens que vous connaissez et qui font les choses. Ou sinon, si vous êtes dans ce ville, et bah, passez par des AMAP. Il y a évidemment des tas de choses qu'on peut faire pour essayer d'aller contre ça. Mais ce que je crains, c'est que ces actions individuelles soient très utiles, mais elles ne seront pas suffisantes. Et donc, tant qu'on n'aura Bien pas sûr, d'effet politique global, ça ne servira à rien. bien sûr, bien sûr. Une autre question, Laurent? On va encore en prendre peut-être deux ou trois. Est-ce que la généralisation de l'agriculture bio peut nourrir tout le monde? Alors écoutez, moi cette question-là, c'est pas ma spécialité parce que je suis agronome de formation, mais ça fait belle loi que je ne m'occupe plus de la question de la production agricole. Donc je citerai simplement mon cher collègue et ami Marc Dufumier, qui fait partie aussi Du de conseil scientifique de Green Management School, tout à fait. et avec qui j'ai enseigné pendant 40 ans à l'agro. Donc on se connaît vraiment bien et j'ai tout à fait confiance dans son point de vue. Et si vous voulez, l'idée c'est la suivante. Oui, on peut nourrir avec une agriculture parfaitement durable et parfaitement bio l'ensemble de l'humanité à une condition, c'est d'arrêter de détruire tout et de vouloir faire des choses très homogènes. La manière dont Marc exprime ça, que je trouve très convaincante, c'est si vous voulez maximiser la production par unité de surface. La production, elle dépend de la lumière. C'est la Mhm. photosynthèse qui fait la production. Donc, si vous voulez maximiser la production par unité de surface, il ne faut jamais qu'un rayon de soleil arrive au sol sans avoir été intercepté par des feuilles. Si vous voulez Absolument. toujours des feuilles sur votre champ, eh bien, il faut faire de la permaculture. Mm. Quand, si vous faites un champ de maïs, regardez la proportion de l'année où le champ de maïs il est nu, où il n'y a rien du tout. Il y a juste 2 mois dans lesquels votre maïs fait de la végétation. Bah, évidemment que c'est pas optimal. Évidemment qu'on pourrait faire mieux. Évidemment que si vous associez des maïs, des pois et diverses choses comme ça, vous obtenez des choses bien meilleures. Mm. Simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut faire une agriculture durable et productive, il faut remettre du monde à la campagne. C'est pas Mm. possible de faire tout seul 300 hectares en permaculture. C'est évidemment, ça n'a aucun sens. Mm. Au XXe siècle, on a vidé les campagnes pour remplir les usines dans les villes. Aujourd'hui, on a des villes qui sont pleines, on n'a plus l'usine et donc on n'a plus rien à foutre des gens dans les villes, ils sont au chômage et on a besoin de monde à la campagne. Le jour où les pouvoirs publics auront compris que cette stratégie d'envoyer les gens de la campagne dans la ville, elle a eu un sens il y a 100 ans, mais qu'aujourd'hui il faut absolument faire le mouvement inverse, ça sera déjà pas mal. Le jour où on aidera les gens à retourner à la campagne, le jour où on aidera les gens à reprendre des fermes, à faire des petites exploitations Mm. exploitées de façon écologiquement intensive, alors ce jour-là, on commencera à aller dans la bonne direction. On va reparler hein, lors de notre webinaire avec Marc Dufumier, on va reparler de rotation des cultures, de couvert végétal, Ne de... ratez pas Voilà. le toit linéaire
De Marc Dufumier, voilà. Couvert végétal, rotation des cultures, diversification des cultures, légumineuses, quel type de culture on privilégie pour lutter contre les adventices, remettre du bétail sur les exploitations, etc. Et pas trop. Et pas trop, bien sûr, mais et puis évidemment tout ce qui est bocage, haies, taillis, bois, etc. Enfin, Et, divers ouais, du c'est beau, paysage. c'est quand même dommage. Voilà, ça c'est quand même beaucoup plus beau qu'une plaine à raser. On va en reparler évidemment longuement avec Marc Dufumier de ces questions d'agriculture et d'alimentation et de l'alimentation de l'ensemble de la population de la planète, qui est quand même un enjeu majeur. On prend encore deux ou trois questions, peut-être deux. Alors, vous nous dites que les pesticides détruisent la biodiversité, mais que nos cultures ne peuvent plus se passer de pesticides pour subsister. Quelles sont donc les solutions que l'on peut proposer aux agriculteurs aujourd'hui? Ça complète un peu ce qu'on vient de dire, mais si tu veux être un peu plus précis encore, Pierre-Henri. Non, mais c'est une vraie question et je pense qu'effectivement, ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, ça serait vraiment. Actuellement, on a des subventions agricoles quand même, hein, et ces subventions, elles vont vers les agriculteurs les plus polluants majoritairement. Eh ben, c'est le contraire qu'il faut faire. Si jamais vous arrêtez de mettre des pesticides sur vos champs, vous aurez des pertes de rendement à cause des insectes, etc. Eh ben, on vous subventionne pour compenser ça. Je pense que là, les moyens publics qui sont mis dans l'agriculture, c'est dans cette direction-là qu'ils devraient aller. Ça devrait être pour aider les agriculteurs à faire une transition. Puis évidemment, une fois qu'on aura fait cette transition et qu'il y aura moins de pesticides, eh ben, il y en aura moins besoin. Mais pour faire la transition, je pense qu'il faut des moyens publics. Et il faudrait que les pouvoirs publics se mouillent un peu pour effectivement aider les gens à faire des transitions agricoles. C'est difficile. Je comprends très bien que les agriculteurs soient effrayés de l'ampleur de la tâche qu'il y a devant eux. Mais d'un autre côté, ils sont suffisamment mécontents du système tel qu'il est à l'heure actuelle pour qu'ils puissent comprendre, et il y en a de plus en plus qui le comprennent, que de toute façon, ils ne pourront pas éviter de faire une transition. Alors, parmi les questions, il y a une question, je ne sais pas si Laurent aura le temps de la retrouver, de Jacopo Giola, qui dit, faut-il plutôt, c'était au début du chat, faut-il plutôt conserver un équilibre dynamique, mais déjà cassé et compromis, ou inventer un nouvel équilibre dynamique, car comment rétablir un équilibre compromis? Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas le niveau scientifique. Je ne sais pas si on pourrait inventer un nouvel équilibre, mais on n'a pas le niveau scientifique pour le faire. On ne sait pas faire un autre équilibre. Pour le moment, tout ce qu'on sait faire, c'est casser les choses qui fonctionnent. On ne sait pas faire fonctionner des choses dynamiques de cette ampleur-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que, que le système dynamique de toute la biodiversité de la planète Terre, c'est un système d'une complexité extraordinaire. Actuellement, nous ne savons pas travailler sur la complexité à ces échelles-là. Nous ne savons pas refabriquer une dynamique. Tout ce que nous saurions faire, c'est effectivement d'essayer de remettre en œuvre les dynamiques telles qu'elles fonctionnent normalement et éventuellement les infléchir dans les directions qui nous intéressent. Évidemment, moi je suis ingénieur de formation, hein, je ne suis pas pour laisser retourner à l'agriculture du XVIIIe siècle, hein, même du début du XXe. Je suis pour une agriculture savante, comme le dit d'ailleurs Marc Dufumier. Hein. Si on veut fabriquer des choses nouvelles, eh ben, il faut effectivement faire de l'agroécologie. C'est pas l'agroécologie, c'est pas l'agriculture du début du XXe siècle. C'est une agriculture savante qui utilise les compréhensions qu'on a de l'écologie, qui utilise d'ailleurs aussi des savoirs qui ont été un peu oubliés, les savoirs paysans qui ont été un peu oubliés, parce que les paysans, bah, évidemment, dans beaucoup de pays où il y a encore une agriculture traditionnelle, ils savent des choses, mais il faut surtout pas les perdre. Nos agriculteurs ont perdu certains savoirs sur la production de graines, etc., bah, il y a de semences en tout cas. Bah, il faut les retrouver, et il y a tout un travail à faire, et ça demandera un vrai effort de l'ensemble de la nation. Une question de Julien Girondin. Pareil, Laurent, je te mets un peu à l'épreuve pour la retrouver. Elle est aussi au début du chat. Pour se faire l'avocat du diable, bravo Laurent, quel est le problème dans l'extinction des espèces sauvages? J'entends par espèces sauvages tant le règne animal que le règne végétal. En d'autres termes, quels sont les intérêts de la vie sauvage et de la biodiversité? Eh ben, comme je le disais tout à l'heure, si jamais, je ne vais pas ramener la diapo de tout à l'heure, mais je vous l'aurai dit oralement, si jamais les humains se débrouillent pour n'avoir plus sur Terre que eux et les espèces qui leur sont utiles, toutes les maladies du monde s'abattront sur ces espèces-là. Et donc, ça veut dire que quand on ne mourra pas de maladie nous-mêmes, on mourra parce que nos plantes seront malades et qu'elles ne produiront plus rien. Nous sommes dans un système complexe et le simplifier, c'est le fragiliser. Et à force de le fragiliser, nous allons aller vers des épidémies de plus en plus graves, aussi bien pour les humains que pour les formes cultivées. Et je peux vous dire que ça va faire très mal. Voilà. Et je ne peux pas vous dire quand.
Je ne peux pas vous dire exactement quoi. Personne n'a prévu qu'il y aurait en 2009 un virus, coronavirus, qui viendrait foutre la merde comme il l'a foutu. On ne peut pas prévoir quand, on peut prévoir quoi. Et ça fait des années qu'on dit que ces épidémies vont arriver chez les humains et chez les plantes cultivées et chez les animaux domestiques. Moi, je vous dis que si jamais vous vous amusez à croire que vous pouvez ne conserver que les espèces qui vous intéressent, eh ben vous allez vous fabriquer un enfer et que les humains vont en pâtir très gravement. Moi, quand on dit sauver la planète, vous savez, la planète, elle s'en fout Ah de ouais. nous. Hein, Ouais. mais Elle nous survit, la les planète, de humains toute qui vont façon, elle vivre dans s'adapte. les humains qui vont vivre dans cette planète, eux, ils vont vraiment la sentir passer. On va s'arrêter là, Pierre-Henri. Juste une petite remarque par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur cet endroit où, ce grand congélo, où on est censé conserver des espèces. Euh, on n'a pas entendu parler de fonte des glaces dans cet endroit du Alors, globe. effectivement, ça faisait partie des diapos, mais ça aussi, je l'ai enlevé. Euh, ils ont, Ils avaient prétendu que même avec le changement climatique, ça se réchaufferait pas, mais c'est pas vrai, ça se réchauffe et il y a eu des premières inondations. Parce que évidemment, c'est pas un frigo, c'est en fait des anciennes mines hein, dans une zone où il fait très froid, des anciennes mines qui sont utilisées pour cette banque et évidemment en plus donc ça s'est mis à s'inonder. Mais en fait, sincèrement, je m'en fous parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met des graines dans un frigo, au bout de 10 ans, elles germent quasiment plus pour la plupart. Donc en réalité, on est en train de faire un frigo plein de graines mortes. Il ne faut pas croire Mm. que ça soit une réserve de biodiversité. En fait, c'est une réserve de biodiversité, mais sous forme d'ADN. Les seuls qui pourront utiliser ces graines le jour où il y aura un problème, ce sera les boîtes de biotech qui iront chercher l'ADN dans les... Mm. Bon, j'exagère. Si jamais vous avez un problème dans les 3 ans, là, vous pouvez ressortir des graines et ça marche. C'est arrivé d'ailleurs en Syrie. Mais si jamais vous comptez là-dessus pour de la sauvegarde à long terme, eh ben, je vous préviens que ça ne marchera pas. Les graines seront toutes mortes. Donc, qu'est-ce qui se passera? Vous voyez, imaginez, il y a une nouvelle maladie qui arrive et on n'a pas de gène de résistance pour régler ces problèmes. On va aller chercher le gène de résistance dans les graines qui sont mortes. Alors donc, il faut faire de la biologie synthétique pour ressusciter les graines. Après, il faut trouver quelles sont les plantes qui résistent. Après, il faut sortir l'ADN de ces plantes. Après, il faut rentrer cet ADN dans les plantes cultivées pour faire des OGM résistants. Tout ça, ça aura pris un temps infini pendant lequel tout le monde crève de faim. Voilà ce qu'on est en train de... Mais évidemment, les boîtes de biotech, elles pendant ce temps-là, elles bossent puisque il n'y a que elles qui puissent faire ça. Voilà, en gros, le système qu'on est en train de mettre en place. Moi, je ne vois pas comment on peut être un scientifique raisonnable et dire que c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Pierre-Henri Gouillon, de nous avoir consacré ce temps. Bon, il y a une cinquantaine de questions qui n'auront pas eu de réponse, mais on va Ouais, les désolé. rassembler et on va revenir, parce qu'on a les adresses mail de ceux qui se sont connectés, on va revenir vers vous avec quelques réponses. Euh, pour ceux qui sont intéressés par Green Management School, on a tous les mardis soirs à 18h un webinar voilà, pédagogique, de formation, où on explique en long, en large et en travers les objectifs, les ambitions de Green Management School et qui peut s'y inscrire et le prix, etc., etc. Et sinon, on continuera d'avoir des rencontres comme ça, tout public, grand public, comme celle qu'on a eue avec Pierre-Henri aujourd'hui, François Gemène la semaine dernière et Claudine Pagon il y a 15 jours. Je pense que notre prochain webinar sera sans doute effectivement lié à l'alimentation et à l'agriculture avec Marc Dufumier. On a aussi des questions liées aux droits de la nature à voir avec Valérie Cabanès que tu connais bien. Mille merci de ton temps, Pierre-Henri. Merci à Merci à tout Laurent le monde. et Estelle qui sont dans la salle. Et merci surtout à vous qui avez suivi ce débat. Et je vous dis à très bientôt. Très bonne journée. Et puis, oui, une dernière chose, Pierre-Henri, est-ce que tu peux repréciser le titre, puisque ça a été demandé dans le chat, le titre des 2 livres que tu recommandais? Bah, Celui les de Stéphane harmonies de la Foucault. nature, les harmonies de la nature à Non, les l'époque. livres, alors les harmonies de Ah, la pardon, nature, oui, ça pardon. c'est les tiens, mais Alors oui, celui de les deux Stéphane livres, Foucault et l'autre. je Ouais. sais pas si tu peux les projeter du coup, parce que il y a Stéphane Aurel, Horel, donc qui est une dame, comme son prénom ne l'indique pas si facilement que ça, mais qui a publié L'Auditomie, hein, et Stéphane Foucard, donc que vous pourrez lire facilement dans Le Monde hein, régulièrement, et Le Monde devint silencieux, hein, un livre absolument remarquable. Hein. Merci beaucoup, à bientôt, merci à tous. Et j'essaie de Au revoir. remonter, voilà, rapidement les deux des livres de Pierre-Henri Gouillon. Il y en a eu beaucoup, mais deux de ces livres. Et je vous dis à bientôt.